Bonsoir ou bonjour, c'est selon. Bienvenue dans les visages de la recherche des hommes et des femmes qui sont des personnalités patientes mais déterminées et toujours curieuses d'élargir les connaissances. Aujourd'hui, Andrea Giamanco, bonsoir. Bonsoir. Ou bonjour, directeur de recherche FNRS Physique à l'UC Louvain. Merci d'être là, parce que comme vous me l'avez dit quand on s'est rencontrés, vous n'avez pas l'habitude de parler au grand public, et moi m'avez dit, je suis un loup solitaire. Est-ce que c'est votre manière de chercher, de travailler? Est-ce que vous vouliez trouver une niche dans votre domaine en solitaire? Donc, en réalité, ça serait mon caractère, mais j'ai dû, en fait, tout à fait apprendre à travailler en collaboration. Donc, en fait, ça a été l'apprentissage, ce qui m'a pris beaucoup d'efforts, d'abord de commencer à comprendre comment on travaille ensemble avec des autres, et après, avec l'âge, on arrive même à devoir coordonner les travaux d'autres. Donc, vous êtes devenu un chef de meute, le loup solitaire. Exactement. Exactement. Donc, en fait, c'est vrai que quand j'étais étudiant, en fait, j'imaginais mon futur. Donc, j'espérais de réussir à rentrer dans la recherche, mais j'imaginais plutôt dans la physique théorique, où, en fait, on travaille soit en solitaire ou en petite équipe. Après, en fait, quand j'ai découvert qu'est-ce que c'était la physique expérimentale et qu'on avait aussi à son intérieur, une grande partie du travail, c'est l'analyse des données. J'ai découvert qu'est-ce que c'est au jour par jour, quelque chose qu'en fait j'aimais et que j'aime toujours. Donc ça a orienté un peu mes choix et en fait j'ai changé un peu. Et donc, c'est un travail qu'on fait dans des grandes équipes. Et là, vous avez dû apprendre à quitter votre tanière. Exactement. Alors, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. On fête les 70 ans du CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, avec ses puissants accélérateurs et détecteurs de particules. La Belgique, d'ailleurs, est pays fondateur, fort impliqué, le FNRS aussi, et d'ailleurs on fête le 27 novembre, c'est 70 ans au Palais des Académies, en présence même de la directrice du CERN, Fabiola Gianotti. Alors vous avez beaucoup travaillé au CERN, Andrea, et surtout à des applications de transfert de technologie. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à nous, qui ne comprenons pas du tout ce que c'est, ce que vous avez fait? Donc, tout d'abord, en fait, ça c'est une ligne de recherche qui est nouvelle pour moi et dans laquelle, en fait, j'ai choisi aussi de cibler, de trouver ma niche, en fait, justement, comme vous dites, quelque chose qui est nouveau en général, nouveau tout court. Donc, jusqu'au 2016, je dirais 2017, je n'avais travaillé que sur la physique fondamentale. Par contre, quand j'étais plus jeune, mon goût pour la science était très hétéroclite. Donc, presque toutes les sciences m'intéressaient. Donc, faire quelque chose un peu en dehors de ma bulle, en dehors de mes compétences, ça m'attirait, m'effrayait aussi, parce qu'on a toujours le risque d'échec, de faire quelque chose qui n'aboutit à rien. Et donc, je cherchais quoi faire qui pouvait avoir des applications sociétales, concrètes, interdisciplinaires. Et j'ai réussi quand même à tisser des liens avec des autres disciplines, des autres communautés, avec un énorme effort parfois. Et concrètement, donc, ce sont des applications pour le climat, pour la fraude des déchets nucléaires, pour... archéologie, par exemple, patrimoine artistique, volcanologie. Donc, je suis très impliqué dans un projet où on essaie de faire une sorte de radiographie du mont Vésuve avec les rayons cosmiques. Donc, il y a ces particules élémentaires qui sont d'origine cosmique, comme les noms suggèrent, qui traversent toute notre atmosphère, la composante plus pénétrante qui arrive jusqu'au niveau du sol, arrive même à passer les volcans. Oui, vous parlez des neutrinos, c'est ça? Des muons, en fait. Et des muons, oui. Des muons qui donc, qui traversent des milliards, qui traversent notre corps. Qui arrivent à notre corps, il y a, pour dire l'ordre de grandeur, il y a 1 par minute à travers une surface de la grandeur de notre pouce. Combien?
1 par minute. Donc c'est un chiffre qui, si on considère, en fait, si on peut prendre des données pour une longue durée, ça fait pas mal de données. Oui. Et donc, ceux qui traversent un gros tas de matériel peuvent être utilisés, en fait, pour une idée de la densité, pour avoir vraiment la... Mais pour le climat, concrètement, pour le climat... Qu'est-ce que cette recherche peut apporter? Alors, par exemple, donc, c'est une expérience au CERN dans laquelle je ne suis pas impliqué, mais je peux vous donner quelques idées quand même. Les rayons cosmiques duquel on parlait, en fait, il s'avère qu'ils jouent un rôle aussi dans la formation des nuages. Et la formation des nuages dépend de plusieurs paramètres qui, normalement, pour un climatologue, ne sont pas contrôlables. La climatologie est une science observative, oui, pas de laboratoire. Étonnamment, on peut quand même étudier tout ça dans un laboratoire, faire un nuage artificiel, un nuage recomposé dans un labo. Et donc, c'est un exemple d'une technique de physique des particules qui est devenue banale aujourd'hui pour les physiciens des particules, qui a été redécouverte pour des autres usages, notamment, en fait, dans ces cas-là, la chambre à brouillard, qui, il y a un siècle, est utilisée pour la physique fondamentale, pour l'étude des rayons cosmiques, pour la physique fondamentale des rayons cosmiques, et maintenant c'est un outil pratique dans les mains des physiciens qui collaborent avec des climatologues. C'est ça. C'est juste un exemple. Il y a aussi une application pour les déchets nucléaires, la fraude des déchets nucléaires. Donc ça, c'est un projet européen dans lequel je suis un des coordinateurs, oui, en fait, justement. Les rayons cosmiques, les muons, en fait, pas tous les rayons cosmiques, mais les muons, en fait, subissent une déflexion à cause des noyaux du matériel qu'ils traversent, qui est en fait fonction de la lourdeur de ces noyaux. L'uranium, le plutonium, désolé, sont en fait des éléments tellement lourds que la déflexion des muons en traversant ces matériels est remarquable. Et donc, oui, il y a des projets qui sont encore très, très, très novateurs pour les utiliser. Et là, il faut des spin-offs. Ce n'est pas vous qui vous en occupez. Donc, on collabore avec pas mal de compagnies, pas mal même d'experts de sécurité. Donc, les problèmes de communiquer avec un agent de sécurité, nous, physiciens, donc, problème énorme. Mais on arrive quand même à se comprendre quels sont les enjeux, quels sont les défis. Alors, bon, le CERN, c'est évidemment ce fameux tunnel de 27 km, le grand collisionneur, qui a permis d'ailleurs de découvrir le fameux boson de Brood, Engler et Higgs. Engler qui a eu notre prix Nobel, qui est belge. Est-ce que vous, au fond, vous êtes obsédé depuis toujours par les quarks ? Puisque les quarks, c'est votre spécialité. Aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît de plus petit, le quark. Qu'on sache, c'est les éléments les plus élémentaires de la matière nucléaire. Et en particulier, donc, quand j'étais adolescent, j'ai découvert qu'à l'époque, un grand mystère était où est le 6e quark. Donc, oui, on connaissait 5, mais... Oui, on savait, la théorie nous indiquait... Et donc, enfant, vous vouliez connaître le 6e? Je voulais connaître le 6e. Ça a été découvert quand même dans les années 90, quand j'étais déjà à l'université, la première année de mes études. La grande nouvelle était la découverte de ces quarks, finalement, mais avec une masse qui était, on peut dire, absurde. On n'avait pas d'explication. Oui. Maintenant, on est en 2024, on n'a pas encore d'explication. C'est encore un problème ouvert. Donc, donc, vous êtes toujours en recherche? C'est toujours... oui, donc maintenant, on connaît beaucoup plus de quoi on connaissait avant le démarrage du LHC. Donc, j'ai eu le plaisir d'y travailler avec comme professionnel, pas seulement comme passionné des sciences, comme j'étais à l'époque des années 90, de contribuer à mesurer ses propriétés, de les connaître mieux. Mais il y a encore les mystères de fond, ça reste là. Andrea, quand un chercheur rencontre des résultats inattendus ou qui se trouve dans un cul-de-sac, il réagit comment? Vous réagissez comment? Avec excitation, évidemment. On espère que... première réaction... ok, pour être honnête, la première réaction, ça doit être une erreur. Oui. Mais quand on n'arrive pas à faire le debunking, alors l'excitation grandit.
et pas seulement les chercheurs qui la trouvent. Ça devient un problème de toute la communauté. L'excitation devient visible. On a plusieurs, malheureusement, tous les exemples récents, c'était des fausses nouvelles. On a toujours trouvé que c'était une erreur, mais le processus de l'investiguer a été excitant. Une fois, avec un doctorant sous ma supervision, Mathias Komm, c'était une belle situation. On travaillait sur quelque chose d'autre. Et on nous a contactés en disant que des collègues, disons, à côté, dans un autre institut, avaient trouvé quelque chose de bizarre. Et, pour raison trop compliquée à expliquer, nous étions les mieux placés pour faire un petit détour de notre recherche et investiguer la chose. Donc, malheureusement, on était en anglais on dit party pooper, je ne vais pas les traduire, c'est un peu vulgaire, mais les gens qui un peu ruinent les plaisirs aux autres parce qu'on a trouvé qu'en fait, c'était rien du tout. Mais le processus, c'était un plaisir, c'était amusant. Votre utopie dans votre recherche. Allez, l'utopie, allez-y. Pour la science en général, pas nécessairement pour ma recherche, mais qu'il y a beaucoup plus de collaboration, beaucoup moins de compétition. C'est un problème bien connu dans la recherche. Je trouve que c'est pas seulement... Vous en souffrez? Partiellement, donc, parce que dans mon côté physique fondamental, le CERN pose un modèle que je trouve positif, encourager la collaboration. Donc, ces collaborations énormes, c'est vraiment une collaboration. Bravo, on est l'équipe, c'est la même équipe, même si on a des différents, parfois, des égos qui clashent. Et dans les autres sciences, je trouve, comme j'ai découvert personnellement en collaborant avec des autres disciplines, dans les autres sciences, il y a encore du travail à faire. C'est ça. Andrea, merci d'avoir été mon invité pour les 70 ans du CERN. On se retrouve bien entendu quand vous voulez pour d'autres rendez-vous avec des chercheurs et des chercheuses sur tous les sites d'IPM, DH, La Libre et Vers l'avenir.